Bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom dans le cadre du Salon du Livre 100% numérique. Nous avons la chance aujourd'hui de rencontrer Ophélie Jean-Roy Martin et Steven Labo, illustrateur et auteur de Tita et les esprits de la forêt et Tita et le voleur de couleurs. Steven, Ophélie, bonjour, bonsoir pour vous. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Merci de nous retrouver dans le cadre de ce salon numérique et nous allons passer un petit moment ensemble pour parler de vos deux livres, de votre parcours également et aussi peut-être de vos futures perspectives en tant qu'auteur et illustrateur. C'est une chance de pouvoir réunir les deux acteurs principaux de la création de ces deux ouvrages, cette série Tita, qui a eu beaucoup de succès en Polynésie et, d'après ce que j'ai pu comprendre, dans le monde également. Ma première question, est-ce que vous pouvez vous présenter assez brièvement votre parcours pour savoir un peu comment on devient auteur, comment on devient illustrateur, comment ça s'est passé pour vous? D'accord. Ophélie, je te laisse commencer. D'accord, ça marche. Alors, je suis Ophélie Martin Jean-Roy, c'est difficile à prononcer. Et donc, j'ai 27 ans. J'ai vécu à Tahiti quasiment toute ma vie, jusqu'à mes 18 ans en fait. Après, j'ai fait 5 ans à Paris, puis 4 ans à Londres. Et j'ai écrit Tita quand je suis rentrée à Paris, donc quand j'avais 18 ans. La publication s'est faite quand j'avais 21 ans, pour le premier tome. Le deuxième tome quand j'avais 24 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc, tout s'est fait vraiment très vite. Et moi, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai dans le sang depuis toujours. Depuis toute petite, j'écrivais des poèmes, des récits. J'avais un forum en ligne où j'écrivais des histoires avec des personnes partout dans le monde. Et donc, c'était vraiment un projet que j'avais depuis très longtemps, faire un livre. À la base, je pensais à un livre, en fait, un roman pour adultes. Puis, quand je suis arrivée à Paris, j'étais débordée par plein de choses, ma nouvelle vie. Et j'ai eu l'idée de commencer par un roman pour enfants, en fait, plus ou moins inspiré donc, de mon vécu. Enfin, moi, quand j'étais toute petite à Tahiti. Donc, voilà à peu près l'histoire. Merci. Steven? Alors, moi, je suis donc Steven Labo, donc illustrateur des deux Tita. Donc, pour moi, l'illustration, en fait, avant d'être mon métier, c'était avant tout une passion, puisque je dessine depuis depuis tout petit. Et en fin de compte, Tita a été ma première publication, donc publication jeunesse. Donc, auparavant, j'intervenais surtout dans les secteurs de la bande dessinée, du jeu vidéo. Et donc, Tita est arrivé, quand j'ai eu aux alentours de mes 30 ans, en fait, ça a été, je suis entré en contact avec les éditions des Mers Australes pour leur proposer mon travail. Et à partir de là, donc, ils m'ont fourni donc, le manuscrit donc, de ce qui allait être Tita et les esprits de la forêt. Et ça a été vraiment un coup de foudre pour moi. Et vraiment ma première publication à partir de là dans le secteur jeunesse. D'accord, super. Du coup, on a la chance d'avoir pour nos internautes et aussi pour les jeunes qui regardent, deux jeunes auteurs et illustrateurs, comme quoi on peut se lancer dans ce métier et c'est un métier qui fait encore rêver. Du coup, qu'est-ce que ça vous fait de devoir d'être dans un poste où on touche beaucoup de jeunes? Quel sentiment ça donne de se dire que nos histoires elles vont voyager et elles vont toucher en Polynésie, certes, mais également partout dans le monde? Alors, en fait, en ce qui me concerne, au début, vu que Tita était vraiment ma toute première publication, en fait, quand on commence vraiment sa carrière avec un livre pareil, on ne s'imagine pas en fait tout ce qui va suivre derrière. Donc, à l'époque, je me disais pas encore. Déjà, j'avais du mal à m'imaginer qu'il y aurait déjà eu une suite. Et en fait, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement, de fierté aussi, de voir justement comment les dessins qu'on a pu faire vraiment à l'époque ont pu générer en fait autant d'enthousiasme et autant voilà tout ce qui a pu suivre à partir de là. Parce que j'ai pu voyager justement grâce à Tita. J'ai pu venir à Tahiti donc la première fois de ma vie, donc c'était en 2017. Et tout ça, mais vraiment grâce à ce livre, c'est quelque chose d'assez, on va dire un peu d'assez magique en même temps, quoi.
Et du coup, voilà, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément dès qu'on débute sa carrière, mais ça touche beaucoup à la fin. D'accord. Oui, d'ailleurs, je Ophélie? n'avais pas pu me joindre à Steven en fait quand il est venu à Tahiti, ce qui est vraiment dommage. Et il m'avait raconté justement le contact avec les lecteurs là-bas et l'engouement qu'il y avait. Et c'est vrai que j'avais du mal à m'imaginer en fait, en étant en métropole, l'engouement que Tita suscitait sur place. Et c'est vrai qu'à travers ses récits, ses photos, ça m'a extrêmement touchée. Et tout d'un coup, j'ai eu une prise de conscience en fait sur l'impact que Tita avait, à quel point les enfants pouvaient se reconnaître dans ce personnage. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé en fait ce qui se passait. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la création du livre, qui est un processus quand même qui prend du temps, hein. On ne se rend pas toujours compte quand on l'a entre les mains. Des fois, on le lit assez rapidement. Comment ça s'est passé, le travail d'écriture et aussi, surtout, la rencontre? Parce que là, on a deux personnes qui collaborent pour arriver à ce magnifique livre, ces magnifiques livres. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Alors, le processus d'écriture, chaque auteur a vraiment son processus, mais moi, on va dire, j'ai déjà l'idée globale. Je jette les idées sur une feuille et généralement, ça va me prendre plusieurs semaines, plusieurs mois à vraiment faire les premiers chapitres. Et dans le cas de Tita 1 et Tita 2, c'est assez étrange, mais une journée, j'ai eu une sorte de révélation, je vais dire, et j'ai écrit la moitié du livre en l'espace d'une journée. C'est comme si j'avais besoin de faire mûrir l'idée en fait pendant plusieurs semaines ou mois et tout d'un coup, tout arrive et là, je suis dans un processus d'écriture durant une journée entière, deux, trois, où vraiment je ne fais que ça et j'ai terminé les deux ouvrages en l'espace de quelques jours alors que ça m'a pris quelques mois vraiment à avoir toutes les idées. Donc, c'est mon processus très particulier. Et pour la rencontre, c'est vraiment les éditions des Mers Australes qui ont déniché Steven. Donc, je vais laisser Steven enchaîner sur comment le contact s'est fait. Merci. Alors, c'est vrai que pour mon travail sur Tita 1, en fait, au tout début, donc, nous n'avions pas de contact, en fait, j'avais pas de contact avec Ophélie directement. J'avais surtout les retours de notre éditeur. Et en fait, mon processus créatif, justement, bah, c'était que une fois que le manuscrit il est lu, j'entame en fait une phase de recherche et de documentation. Parce que en fait, moi, j'ai grandi donc, sur l'île de la Martinique. Donc, Tahiti, je ne connaissais pas aussi bien que ça tout l'aspect culturel et tout l'aspect, tous les paysages, en fait, même s'il y a quelques ressemblances en fait, entre la Martinique et Tahiti. Mais pour travailler sur d'œuvres comme Tita, donc, qui s'inspire aussi des contes et légendes de Polynésie, en fait, c'était important pour moi d'être assez juste donc, dans mon propos, dans mes réalisations. Et pour ça, donc, il était nécessaire donc, de faire un travail de recherche assez long. Ça représente à peu près un bon tiers en fait, de mon temps de création donc, sur les livres. Donc, pour Tita 1, j'ai eu à peu près 4 mois donc, en fait, pour l'illustrer. Et pour Tita 2, ça a pris à peu près 9 mois. Donc, dans les deux cas, en fait, j'ai passé vraiment un bon tiers à faire des recherches, à lire, à me documenter, à aller justement au musée, par exemple le musée du Quai Branly, donc prendre des photos et vraiment pendant cette phase de recherche, en fait, c'est ce qui nourrit aussi mon imagination. Et après, justement, que cette phase de recherche est terminée, donc c'est à ce moment-là que je me lance vraiment sur les croquis, donc les croquis de ce qui deviendra en fait les futures illustrations de ces livres. Donc moi, mon processus de travail, en fait, il est assez traditionnel. Donc je travaille beaucoup avec des crayons et une feuille de papier, tout simplement. Donc mes illustrations, une fois qu'elles sont réalisées, donc je les scanne et ensuite je passe à la mise en couleur donc à l'ordinateur. Et une fois que ces illustrations donc elles sont validées et terminées, donc elles sont transmises donc à mon éditeur qui lui gère la mise en page et qui procède donc à la création en fait du livre, de la maquette, donc qui sera ensuite imprimé et proposé au public. D'accord. Donc, un processus de création qui peut varier en fonction de la personne et on peut en fonction de la technique. Beaucoup de recherches
de ce que je retiens, beaucoup de recherche, beaucoup de maturation pour C'est arriver ça. à nous faire ces magnifiques livres. D'ailleurs, au passage, des magnifiques illustrations qui donnent vie à cette histoire. Oui, Ophélie, du coup, le sentiment que ça fait, parce que on couche une histoire sur papier et finalement, l'illustrateur, lui, il va donner vie à un personnage. Qu'est-ce qu'on ressent et comment on reçoit ça, le fait d'avoir, nous, notre représentation de l'histoire et finalement un illustrateur qui va amener sa petite touche aussi personnelle. Comment on ressent les choses? Dites-nous. Alors, au début, on a assez peur. On a peur de ce que l'illustrateur va faire avec ce qu'on a en tête, en fait. Mais j'ai eu une excellente surprise parce que ce que j'ai souvent dit, c'est que Steven a eu le don, en fait, d'extraire de mes mots et de mon imagination ce que j'avais en tête. Vraiment, le jour où j'ai vu Tita, je me suis dit, c'est elle, franchement. Et toutes les illustrations qui sont venues par la suite, Steven en attestera, j'ai fait assez peu de retours pour changer vraiment fondamentalement les dessins. C'était vraiment des retours assez minimes au final parce que vraiment, il avait cette capacité à extraire ce que j'avais en tête. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de descriptions dans l'ouvrage et que Steven a vécu sur une île aussi, donc il connaît bien tous ces paysages typiques aux îles. Et donc, non, vraiment une très, très heureuse surprise. Je suis bien tombée. Voilà, de toute façon, on sent qu'il y a une alchimie, parce qu'effectivement, les images donnent vraiment vie au texte et ça se ressent quand on le lit. Moi, j'avais une petite question encore sur le contenu. C'est vrai que Tita, donc une jeune fille, ça se déroule aussi à une époque un peu plus lointaine, et c'est l'occasion de se pencher un peu sur l'histoire de la Polynésie et sur les aspects culturels. J'ai bien sûr noté que Steven, tu n'étais jamais venu en Polynésie. Ophélie, toi, tu y as vécu. C'était important quand même de transmettre, même si c'est une histoire, c'est une fiction, de transmettre des éléments culturels aux enfants de Polynésie, parce que on voit bien dans les termes, dans aussi l'histoire, on voit bien que les choses ont été bien pensées et qu'il y a vraiment une transmission, que ce soit dans l'illustration aussi, ou par le biais des tatouages ou des représentations des maisons, des personnages. On sent qu'il y a quand même un aspect culturel qui est fort dans ces deux tomes de Tita. Oui, ce que j'avais oublié de préciser justement dans le processus d'écriture, c'est que j'ai aussi fait beaucoup de recherches. Bon, j'ai été imprégnée de la culture polynésienne pendant 18 ans, donc je connaissais bien toutes les mythologies, les dieux pour le tome 2, mais j'ai quand même fait beaucoup de recherches moi-même parce que je voulais vraiment coller à la réalité historique, culturelle, parce que je sais à quel point c'est important. Je voulais vraiment véhiculer ça à travers l'histoire, aussi, c'est une manière d'apprendre aux enfants parce que malheureusement, la culture, le passé se perd peu à peu. Comme la langue tahitienne, je l'ai bien vu qui se perdait au final au fil des générations. Et donc, vraiment, j'ai tenu à véhiculer ça et à mettre quelques mots tahitiens aussi par-ci, par-là pour voilà, vraiment donner le sentiment aux enfants tahitiens que leur culture était importante et qu'il fallait voilà, la respecter. Et vraiment, Steven aussi, à travers ses dessins, a respecté ça avec son travail de recherche. Merci, Steven. Oui, et du coup, en fait, moi, ce qui me concerne, c'est que ce qui est important aussi, c'est quand on est juste en fait dans ses propositions, dans ses illustrations, tout simplement, ça contribue énormément à l'immersion en fait du lecteur donc, au sein de cette histoire. Et le fait de ne pas justement de faire beaucoup de recherches, d'être juste, donc, tout simplement, on immergé dans l'histoire, on ne tombe pas sur quelque chose qui peut paraître bizarre. Par exemple, quand on est justement immergé dans cette culture-là, on ne se dit pas, ah, il y a peut-être une erreur par ici, ou par exemple, voilà, ça s'est pas passé exactement comme ça, ou ça ne ressemble pas à ce que moi ce que le lecteur il a pu connaître. Et du coup, ce sont ces petits détails comme ça, en fait, que moi, en tant qu'illustrateur, je traque un peu. Que j'évite en fait de laisser passer justement pour que le lecteur puisse vraiment plonger dans l'histoire et qu'il y reste jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça que ce travail de recherche-là est très important pour moi. Du coup, je pense que tu as bien vu que ça marchait bien puisque tu as eu la chance comme disait Ophélie tout à l'heure, de rencontrer, et tu le disais, de rencontrer le public polynésien. Comment ça s'est passé? Tu peux nous donner un peu, c'était en 2017, mais je pense que les souvenirs sont encore chauds de cette rencontre avec le Oui, public, les enfants notamment. ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens encore très bien. Et c'est vraiment, comme je le dis, c'est encore frais pour moi, mais c'est vraiment cet enthousiasme
non seulement des enfants, mais aussi des adultes qui me disent aussi qu'ils arrivent à se reconnaître. En fait, c'est ce qui m'a touché le plus, c'est quand ils me disent qu'ils arrivent à se reconnaître donc à travers Tita. Donc ils se reconnaissent, ils reconnaissent leur enfance, leur propre enfance. Et c'est vraiment quand ils me disent ça que je me dis en fait, bah oui, on a réussi quelque chose justement avec Tita. C'est ce qui m'a le plus touché vraiment lors de mes rencontres en fait avec le public, justement quand je suis venu à Tahiti à l'époque. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on évoque un peu les perspectives parce que, bon, 2015, Tita et les esprits de la forêt. 2017, Tita et le voleur de couleurs. Et là, on est en 2020. Vous avez suscité l'engouement. Tita, c'est un personnage auquel les enfants, les personnes s'attachent. Il se passe quoi ensuite? On est un peu dans l'attente, là. Donc, parlez-nous un peu des perspectives. Il y aura un troisième épisode? Je te laisse dire, Ophélie. Oui, alors on en a beaucoup discuté. C'est vrai que pour l'instant, jusqu'ici, ça n'était pas dans mes priorités, on va dire. Mais c'est vrai qu'on y pense tous les deux de plus en plus et que je ne veux rien promettre, mais c'est quelque chose que j'envisage. J'y ai déjà réfléchi, Steven aussi, on a des idées, on verra. Je ne veux pas décevoir les lecteurs si jamais il n'y avait rien, mais c'est quelque chose qu'on aimerait tous les deux, c'est sûr. Donc, on va tenter peut-être de faire du temps pour ça. D'accord. Steven, au niveau de tes perspectives, j'ai vu que tu avais continué à faire vivre Tita par le biais d'une exposition. Parle-nous un peu de passer du livre à une exposition, donc au grand public. Comment ça s'est passé un peu? Alors oui, là encore, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément en fait quand on est publié pour la première fois, donc justement à travers Tita. Quand à l'époque, si à l'époque on m'avait dit que ça aurait pu aboutir justement à une exposition, en fait, je n'aurais pas forcément cru. Mais en fait, le but aussi donc de ce travail, donc autour de cette exposition, c'est toujours de continuer en fait de faire découvrir Tita, mais toujours à un nouveau public, tout simplement. C'est parce que quand on travaille sur un livre, en fait, il y a bien sûr l'histoire du livre, donc les illustrations qu'on réalise, mais à travers ces illustrations, il y a encore d'autres petites histoires, des petites anecdotes que l'on partage en général au cours de nos discussions ou par exemple en séance de dédicace. Mais là, le support d'une exposition, en fait, ça permet de vraiment mettre en valeur ces aspects-là et justement d'amener un nouveau public qui n'avait jamais entendu parler de Tita auparavant et justement l'amener à découvrir donc, ces histoires en elles-mêmes et pourquoi pas aller plus loin donc justement dans la découverte en fait de cette culture, de la culture polynésienne. D'accord. Et j'ai vu aussi que tu nous prépares une petite surprise puisque tu es actuellement sur l'illustration d'un futur ouvrage sous un format un peu différent. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, en fait, voilà, ce sera une histoire sous forme de kamishibai. Alors, enfin, pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, donc je vais vous montrer un petit exemple. En fait, ça se présente sous cette forme. J'utilise en fait ce qu'on appelle un bouteille. Donc, c'est un castelet donc, à travers lequel je fais défiler des images pendant que je raconte une histoire. Et celle-ci, en fait, se déroulera justement à Tahiti, encore une fois, à une époque à circuler. En fait, c'est l'adaptation du grand mot de Fautaua. Donc, voilà, c'est une nouvelle expérience aussi pour moi, puisque ce serait mon deuxième Kamishibai. Et une nouvelle expérience, en fait, une nouvelle façon de raconter, de conter des histoires à un public toujours plus large et qui ne connaît pas forcément justement ces pans de culture polynésienne. C'est vraiment dans l'idée de partager encore plus et voilà, donc de tenter de nouvelles façons de narrer des histoires, une nouvelle sorte de narration. Voilà. D'accord. Ben, en tout cas, on a hâte de voir cet ouvrage. Ophélie, on a bien compris que tu es encore en réflexion autour d'un prochain Titan. On espère, je pense que le public aussi espère pouvoir voir un prochain épisode. Au niveau des perspectives, est-ce que l'écriture, c'est encore quelque chose peut-être à destination d'un autre public? Est-ce que tu as d'autres perspectives autour de l'écriture? Tu parlais d'écrire pour des adultes. Oui, j'aimerais beaucoup faire un roman fantastique à destination des adultes cette fois-ci. Donc, c'est aussi pour ça que Tita 3 est un peu passé en
en retrait dans mon esprit parce que j'avais cet autre roman en tête. Et donc, oui, c'est quelque chose que j'envisage très sérieusement. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. On espère vivement quand la crise sanitaire sera passée, on espère vraiment vous voir en Polynésie, hein, parce que vos lecteurs sont toujours nombreux et je pense qu'ils seront ravis de venir à votre rencontre pour échanger. Merci pour ce petit moment et puis à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Donc, nous venons de terminer notre petit entretien avec Ophélie Martin-Jeanroy et Steven Labo autour des épisodes de Tita. Je vous donne rendez-vous pour d'autres rencontres Zoom avec d'autres auteurs pour découvrir de belles histoires pour ce salon du livre 100% numérique. Merci. Au revoir.